Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Une émission consacrée aujourd'hui à la conscience, qui est au cœur de toute démarche intérieure, toute tradition confondue. Notre approche occidentale de la notion de conscience recouvre souvent des domaines assez divers, que ce soit la philosophie ou la psychologie par exemple, mais elle prend dans le bouddhisme une toute autre dimension. Et si elle peut être complexe à définir et à comprendre, son importance est cruciale dans une démarche de recherche intérieure. Alors comment peut-on la définir? En existe-t-il une, plusieurs? Comment fonctionne-t-elle? Et selon quel système? À quoi donne-t-elle accès? Et finalement, quel est leur rôle? Nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité, Philippe Cornu. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en ethnologie, président de l'Université bouddhique européenne. Et vous êtes chargé de cours à l'INALCO en anthropologie religieuse. Vous pratiquez vous-même le bouddhisme depuis une trentaine d'années, je crois. D'ailleurs, on vous connaît essentiellement grâce aux ouvrages que vous avez écrits à ce sujet. Alors, pour commencer cette émission sur la conscience, qui est quand même une notion très très vaste dans le bouddhisme, est-ce qu'on pourrait tenter de définir un petit peu ce que ça peut être? Alors oui, bien sûr. Alors déjà, il y a le piège des mots, évidemment, parce que le mot conscience est utilisé ici, peut-être et pas exactement de la même manière que dans le bouddhisme. Disons qu'on parle aussi de l'esprit, et l'esprit c'est un mot très vague. Alors quand on parle de conscience, on parle de quelque chose qui en nous est capable de connaître son environnement ou de connaître des contenus mentaux aussi. Et donc la conscience c'est un acte de connaissance essentiellement. Et en tant qu'acte de connaissance, ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement ponctuel. C'est-à-dire que un acte de connaissance, c'est très rapide et c'est suivi immédiatement d'autres actes de connaissance. Alors on a une sorte de flot. Voilà, donc la conscience est-elle intermittente, permanente? Alors la conscience n'est pas permanente, elle est transitoire dans ces moments, mais en même temps ces moments se déroulent tellement rapidement les uns à la suite des autres qu'on a l'impression d'un courant continu. Comme en fait les images d'un film, on a l'impression que le film est continu. En réalité c'est 24 images à la seconde. Je crois qu'il existe plusieurs systèmes de conscience, justement. Est-ce qu'on peut revenir sur le premier, qui est constitué donc de 6 consciences? Quelles sont-elles et comment fonctionnent-elles? Oui, alors classiquement, dans le bouddhisme ancien et dans une bonne partie du bouddhisme mahayana, on parle de 6 consciences, un système de 6 consciences. Alors ces 6 consciences, c'est très simple. Il y a différents objets à connaître. Il y a les objets des sens. Par conséquent, il y aura une conscience visuelle, une conscience auditive, une conscience tactile, gustative et olfactive. Et puis, connaître ces objets, ça ne permet pas non plus de se faire une idée complète du monde parce que c'est trop fragmentaire. Il y a donc la conscience mentale qui, elle, va recueillir ces informations et va les centraliser pour faire une sorte de tout cohérent. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut se représenter le monde, finalement. Alors que les autres sont caractérisés plus par des éléments, enfin des informations sensorielles qu'elles véhiculent. Voilà, c'est ça. La conscience visuelle voit des formes et des couleurs. Elle n'entend pas les sons. C'est la conscience auditive qui s'occupe des sons. Et en fait, ces instances surgissent quand il y a un objet correspondant. Et donc, ça se fait tout le temps, très rapidement, évidemment. On ne se rend pas compte, mais à chaque instant, il y a des fulgures. Ça se fulgure. Les consciences sont très très rapides à se mettre en place. En même temps, elles identifient l'objet, et ensuite, c'est la conscience mentale qui, elle, conceptualise à partir de ces objets. Et là, donc, on peut parler d'interprétation, justement. C'est plus une interprétation de la réalité. C'est une interprétation. Alors, tout irait bien si la conscience mentale était neutre ou claire. Le problème, c'est que la conscience mentale est conditionnée. Elle est conditionnée par toutes nos habitudes passées, par toutes nos tendances, par toutes nos émotions, par tout ce qu'on appelle les facteurs mentaux qui sont autour. Et de cette manière-là, si vous voulez, elle prend des colorations affectives. Donc, elle ne va pas regarder les choses telles qu'elles sont. Elle va les regarder avec la lorgnette, en fait, de l'ego, du moi, de soi-même, de ses expériences passées. Et c'est comme ça qu'en fait, on a une vision du monde qui est la nôtre, qui n'est pas celle qui est réellement objective. Il n'y a pas d'objectivité. Donc ça reste une interprétation. Tout à fait. On vient de parler des 6 consciences. Il existe également un système à 8 consciences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quelles sont les différences? Alors, la différence, c'est simplement c'est pour affiner l'explication de comment les consciences fonctionnent. En fait, c'est dans le Chittamatra, c'est-à-dire une forme philosophique du Mahayana, du grand véhicule, que l'on a posé l'existence de 8 consciences. Parce que, en fait, les 6 consciences dont on a parlé, elles sont intermittentes. Et elles ne permettent pas de rendre compte de ce qui se passe pendant le sommeil, où ces 6 consciences, en fait, s'arrêtent au moment du sommeil profond. Et pourtant, on ne meurt pas pendant le sommeil.
De même que quand on tombe en syncope, on ne meurt pas. On sort de la syncope à un moment donné. Enfin, il faut l'espérer. Et donc, ça veut dire qu'il reste quelque chose, une sorte de subconscience ou d'infraconscience dans le corps, parce que sinon, en fait, notre corps serait un cadavre. Et à partir de ces idées-là, en fait, ils ont posé l'existence d'une conscience fondamentale, qu'on appelle la 8e conscience. La conscience qu'on appelle base universelle. Pourquoi? Parce que elle recueille toutes les impressions du passé, tout ce qui vient de nos actes passés, toutes nos expériences, et c'est elle qui les recueille sous forme de semences. Donc c'est une espèce de mémoire. Ça fait mémoire, effectivement, mais c'est très subliminal. C'est quelque chose de quasiment... c'est pas inconscient complètement, c'est très peu conscient. Et ces semences, en fait, quand elles ressurgissent, eh bien, elles vont colorer, affecter notre perception du monde. Donc c'est là que réside en fait le fond de notre conscience conditionnée. Et en même temps, ce fond perdure entre les différents états de notre existence, et même c'est elle qui fait le lien entre la mort et la renaissance. Alors donc cette conscience fondamentale, c'est un peu le fond de notre esprit, ou le tréfond. On l'appelle des fois conscience tréfond. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre ces 6 consciences et les 8 consciences? Il y a bien une 7e conscience. Un trouble fait, la 7e conscience, qui est un petit peu le QG de l'ignorance. En fait, c'est là que se situe... en fait, la 7e conscience, elle se tourne vers cette conscience fondamentale. Et comme la conscience fondamentale fait le lien entre tous les états de conscience, elle le prend pour quelque chose de permanent. Et elle en fait, en fait, le moi. C'est-à-dire que l'idée du moi, quelque chose de stable qui représente notre personnalité, en fait, c'est simplement l'image qu'a ce mental perturbé, passionné, de la conscience fondamentale. À partir de là, on s'attache au moi. Donc en fait, il y a la croyance au moi, l'attachement au moi qui sont compris dans cette conscience, 7e conscience, et c'est elle qui filtre après toutes les informations qui viennent des autres consciences, des consciences d'essence, et qui les interprète en fonction du moi. Par conséquent, à partir de ce moment-là, on est complètement dans une vision affective, avec des espoirs, des craintes, des peurs, des attachements, des aversions, et toutes les émotions négatives en découlent. Et ça va alimenter des semences qui vont se déposer dans la conscience fondamentale et nous conditionner par la suite. Alors, très bien. Revenons un petit peu sur cette 7e conscience. Si vous dites que c'est le QG de l'ignorance, cela voudrait dire aussi que notre esprit n'est pas conditionné par nature, mais qu'il le devient à cause de cette ignorance qui est toujours là, finalement, qui est coémergente. Tout à fait. Parce qu'en fait, là, on décrit le fonctionnement avec ces 8 consciences de l'esprit ordinaire, fondamentalement. Mais il y a fondamentalement quelque chose de plus originel dans l'esprit, qu'on appelle la nature de l'esprit, et qui, elle, n'est pas conditionnée, en fait, par tous les aspects de l'existence. On dit qu'elle ne peut pas être améliorée par quoi que ce soit, ni dégradée par quoi que ce soit d'autre. Donc, elle est simplement obscurcie. Hein, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha, en fait, dans le Mahayana. Et cette nature de Bouddha, qui est fondamentalement immuable, c'est elle que l'on peut essayer de trouver à travers une recherche de notre esprit, sur notre esprit, à travers la méditation. Pour revenir justement à ces consciences, est-ce qu'il existe des conditions nécessaires à leur expression? Les conditions, oui, il faut qu'il y ait effectivement un objet qui stimule la conscience, il faut qu'il y ait des conditions, et puis surtout, il faut qu'il y ait un instant de conscience antérieur, c'est-à-dire que c'est une espèce de flux continu. Un instant de conscience engendre l'instant de conscience suivant. Et si vous voulez, il n'y a pas vraiment de commencement à la conscience, il n'y a pas véritablement de fin à ce déroulement. Donc, quand toutes ces conditions sont réunies, il y a un acte de conscience qui se manifeste. Hein. Mais ça passe aussi à travers, évidemment, les organes d'essence. Donc, les organes d'essence nous permettent de percevoir les objets, et les consciences d'essence, elles, prennent acte du stimuli qui est lié à l'objet d'essence. Alors, on vient de voir leur fonctionnement. Est-ce qu'on peut maintenant voir aussi à quoi elles servent finalement? Quel est leur rôle? Quel est le rôle de la conscience? Pourquoi est-ce qu'elle nous donne accès? Leur rôle, elle nous donne accès en fait à la compréhension de notre environnement, de notre existence. On n'est pas seul au monde, on est complètement relié à un ensemble d'autres phénomènes interdépendants. Et c'est la conscience qui nous permet de faire le lien avec tout ça. Le seul problème, c'est que le lien que nous faisons, il est biaisé donc par cette croyance au moi, et puis par une espèce d'aveuglement ou de tromperie qui est liée à tout ce phénomène de conditionnement. Et par conséquent, nous interprétons le monde de travers, d'où des actions qui sont de travers par rapport à la réalité qui ne nous est pas donnée,
Et par conséquent, il y a souffrance au bout du compte. Alors, pour remédier à cela, il faut travailler l'esprit et justement essayer de le tourner aussi vers nous-mêmes, pas uniquement vers l'extérieur, d'où le travail de la méditation. Oui. C'est ce que vous venez de dire. Oui, parce que si on est tout le temps tourné vers l'extérieur, on est tout le temps dans la distraction quelque part ou dans l'agitation. Et on ne peut rien voir de clair dans l'esprit. Donc il faut d'abord calmer l'esprit, freiner l'esprit. Ça, c'est le rôle du calme mental, la première phase de la méditation, qui est indispensable d'une certaine manière. Il faut commencer à ralentir. Et quand on ralentit, on voit mieux ce qui se passe dans l'esprit. On peut regarder les choses et les laisser se dissoudre naturellement. Et ça donne un espace de plus en plus grand dans l'esprit et on y voit de plus en plus clair. Et petit à petit, on va arriver justement, c'est un petit peu comme la dissipation des nuages. Quand on a un ciel ennuagé, on a l'impression qu'il n'y a pas de soleil. Bon, mais c'est complètement faux. Le soleil continue totalement à briller. C'est simplement que nous sommes derrière la couche de nuages. Là, en fait, c'est comme la couche de nuages que nous dissipons petit à petit. Et donc, il y a des trous de ciel bleu, et dans les trous de ciel bleu, on peut voir aussi le soleil qui rayonne. Ce soleil, en fait, c'est la nature de l'esprit. Et là, il y a la sagesse qui se trouve là. Alors, si on ne travaille pas comme ça, on ne peut pas arriver à dégager la sagesse de cette espèce de confusion de l'esprit ordinaire. Alors, pour résumer cette émission, puisqu'on arrive à la fin, quelle attitude pourrait-on adopter face à cette conscience, outre la méditation que vous venez d'évoquer? Eh bien, l'attention. L'attention à ce que l'on fait, l'attention à ce qui se produit, et surtout ne pas rentrer immédiatement dans un esprit réactif. Hein, c'est le plus important, de regarder les choses beaucoup plus telles qu'elles sont, sans réagir. C'est-à-dire réagir, ça veut dire partir immédiatement dans une nouvelle confusion. Et en fait, la méditation se prolonge dans l'existence quand on arrive à intégrer tous les éléments de l'existence à cette espèce d'ouverture et d'espace qui s'est développée grâce à la méditation. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Très bien. Philippe Cornu, pour conclure cette émission, est-ce que vous auriez une métaphore peut-être à nous proposer pour essayer de mieux comprendre ce que vous nous avez expliqué durant toute cette émission? Je dirais que par exemple, il y a une métaphore très connue dans le bouddhisme tibétain qui est celle de l'eau boueuse. Si vous continuez à agiter de l'eau boueuse, évidemment, l'eau sera toujours boueuse et vous n'y verrez pas clair. Si vous commencez à déposer ce verre et vous le laissez complètement en l'état, eh bien, la boue va descendre, se décanter, et vous allez accéder à la limpidité du verre, de l'eau, je veux dire, dans le verre. Et ça, par exemple, c'est ce qu'on fait dans la méditation. Et puis, on a parlé aussi de l'exemple du soleil qui est en fait derrière les nuages. En fait, quand les nuages commencent à se dissiper, il y aura toujours un peu de nuages, mais c'est pas un problème, ça devient une sorte d'ornement, parce qu'il y a l'espace pour que les nuages soient là, il y a aussi la clarté. Très bien, nous avons terminé cette émission sur ces belles paroles. Merci infiniment d'avoir été avec nous.